Bonjour à tous et bienvenue dans le Bluecast, un podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Je suis Nathan et aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat et plus particulièrement d'entrepreneuriat étudiant. Dans cet épisode, je suis accompagné de Nathan Josten, Sacha Van Cohenberg et Jean Duhard. Ensemble, ils vont nous raconter leur parcours de jeunes entrepreneurs dont le projet a vu le jour alors qu'ils étaient encore étudiants. Bonjour. Bonjour. Première question, pourriez-vous vous présenter vous et votre entreprise ? Moi, j'ai démarré une entreprise qui s'appelle La Conciergerie. Donc, je fais de la location courte durée touristique, essentiellement à la côte belge. Et j'ai commencé ça en juin. Donc, j'ai été diplômé en même temps, en fait. Donc, au moment où j'ai reçu mon diplôme, j'ai commencé cette boîte-là. Et aujourd'hui, je développe une deuxième boîte à Bruxelles pour faire maintenant de la location longue et moyenne durée en plus. Et donc, voilà. Ça fait bientôt 8 mois que j'ai commencé ce projet. Et j'espère continuer encore longtemps. Jean ? Déjà, merci pour l'accueil, ça fait plaisir d'être là. Moi, c'est Jean Duhard et je suis un des cofondateurs de PassePass. On développe une billetterie en ligne pour l'événementiel en Belgique. Aujourd'hui, on accueille, du moins on accompagne tout type d'événements. Ça va des petits événements à 50 personnes comme des plus gros événements jusqu'à 5000 personnes. Là, typiquement, on commence à scale vers des plus gros événements de 10 000 entrées. Et du coup, l'idée, c'est de proposer une alternative belge à du Eventbrite, du WizEvent, du Exceed, avec une plateforme qui est ultra moderne, ultra user-friendly. Et on a aussi un système où on peut faire des features sur mesure, en fait, parce que tout développé in-house. Du coup, on est très flexible dans notre produit. Donc voilà, ça c'est passe-passe en 2-3 mots. Parfait, merci beaucoup. Et donc Sacha pour finir ? Je m'appelle Sacha et j'ai créé Gusty en parallèle de mes études donc. Et donc en fait depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par la vidéo. J'ai toujours créé des chaînes YouTube, j'ai toujours voulu partager mes passions. Et donc maintenant j'ai décidé d'en faire mon métier. L'idée c'est vraiment de permettre aux gens de partager leurs passions au plus grand nombre et donc grâce à la vidéo. Et donc Gusty c'est justement permettre aux gens de, grâce à la vidéo, de toucher plus de monde possible. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet, qui est d'où est né votre projet et surtout votre désir d'entreprendre. En fait, c'est pas compliqué. Mes parents sont partis en vacances et moi, je me suis retrouvé seul à la maison. On me demande qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que j'ai envie de démarrer une vie, on va dire, normale, donc prendre un CDI et faire un premier boulot, etc. Et je me voyais pas dans cette case-là. Donc, je me suis dit, autant démarrer un projet entrepreneurial le temps que je suis chez mes parents. Donc, j'ai ce confort-là d'avoir une maison, d'avoir mes parents qui me soutiennent, etc. Donc, j'avais une position qui est assez confortable pour démarrer un projet. Donc, j'ai pris cette initiative-là et aujourd'hui, je suis content, même si en tant que jeune entrepreneur, on va être honnête ici, moi je me paye pas encore à 100%. Ce que je laisse, c'est simplement juste les pleins d'essence, etc. Donc voilà, je me suis dit, voilà, tu te lances au moins 1 an à savoir si tu sais te payer. Et ensuite, tu verras, mais aujourd'hui, je regrette pas mon choix. Donc, c'est de là qu'est venue mon envie d'entreprendre. Mais voilà, ça fait déjà longtemps que j'ai envie d'entreprendre. Depuis longtemps, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et voilà. Est-ce que vous pouvez rajouter aussi les études que vous avez fait, comme ça les gens se situent un peu ? Donc, tous les trois, on a fait les mêmes études. L'EFEC est une niche d'entrepreneurs, on va dire. Donc, moi, j'ai fait l'EFEC en e-business en 3 ans. Donc, c'est un bachelier classique. Après ça, on m'a demandé si je voulais faire un master. Et je me suis dit que l'EFEC m'avait apporté vraiment pas mal d'expérience en 3 ans, puisque c'est une étude professionnalisante. Et je me suis dit que voilà, j'étais plutôt prêt à démarrer un projet et que le reste viendrait avec le temps et l'expérience. Moi, ça remonte il y a un petit temps. Déjà, l'entrepreneuriat. En fait, j'entreprenais sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que quand moi j'étais petit, j'étais très créatif. J'adorais faire plein de choses et ça a commencé, je pense, comme beaucoup de monde, avec une chaîne YouTube. C'est-à-dire que je m'amusais à créer des bannières et des miniatures Minecraft pour des YouTubeurs. Et du coup, j'avais une chaîne Nox Graphics à l'époque où je faisais des montages sur Photoshop et Cinema 4D pour créer des bannières et des miniatures. Je pense que j'avais 14-15 ans, pas plus. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes premiers sous sur PayPal. Donc, je vendais des bannières. Ça me prenait 3 heures. Je vendais ça à 15 €. J'étais comme un fou. Mais il faut bien commencer quelque part. Et donc, voilà, tout au long, j'ai d'abord fait des logos, du graphisme. Et puis assez vite, des petits sites web à gauche, des petits sites web à droite. Je voulais lancer ma marque de vêtements. Et pour lancer ta marque de vêtements, il faut savoir faire un site web aussi. Donc ça a commencé par là. Et puis petit à petit, je suis devenu indépendant. Puis j'ai pu faire des sites web pour des clients. Puis entrer dans une agence. Et maintenant développer tout ce qui est app, web et mobile, entre guillemets. Donc c'est ça un peu pour mon parcours en tant qu'entrepreneur. Quant à PassePass, il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais pré-vendeur. Donc un pré-vendeur, c'est un gars qui a généralement entre 16 et 18 ans et qui est chargé de vendre des tickets pour des soirées estudiantines. Donc les tickets, c'est quoi ? C'est les fameux petits bracelets que tu vas acheter de main à main. Et il faut savoir que c'était avant le Covid. Donc avant le Covid, les billetteries, c'était pas du tout à jour. Il n'y a personne qui utilisait des billetteries. Et donc c'est-à-dire que quand tu es pré-vendeur, tu as 16 ans et tu dois retrouver des inconnus sur un parking du McDonald's pour échanger tes tickets contre du cash. Et moi, je suis plutôt introverti, donc ça mangeait pas des masses de retrouver des inconnus
sur un parking le soir. Et je suis en mode, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas sur des sites web en ligne qui existent pour développer, pour vendre tes tickets, etc. Et donc, évidemment, j'ai commencé à chipoter, créer des Shopify, créer des WordPress avec du WooCommerce. C'était un peu plus complexe que ça, en fait, de créer une billetterie. L'idée de la billetterie, c'est une idée que je tire derrière moi depuis pas mal d'années et qui a pu voir le jour l'année passée dans le cadre de nos études à l'EFEC, comme a dit ici Nathan. Donc l'EFEC, c'est une école qui est assez pratique. En fait, tu es directement mis sur le terrain ou mis face à tes responsabilités pour développer quelque chose qui a un réel intérêt dans le monde pro. Et du coup, moi, durant ma dernière année de Bac 3, on a dû créer une application mobile. Je me suis entouré de quelques profils que je sentais bien et on a lancé le premier POC de Passe-Passe. Ça, on pourra peut-être en discuter un peu plus tard. Moi aussi, je pense que tout a commencé avec un livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et j'ai lu ce livre et ça a tout changé. Enfin, j'ai compris que en fait, devenir entrepreneur, c'est pas spécialement quelque chose de compliqué. C'était atteignable et il suffisait de se lancer. Et donc, tout a commencé par encore plein d'autres livres pour vraiment me former au marketing, à la vente, etc. Et puis, un jour, il était temps de se lancer. Même chose à l'EFEC. C'était fort axé entrepreneuriat et il y avait la cellule EFEC Entreprendre qui permettait d'avoir des bureaux aussi. Donc à l'EFEC, on avait notre petit bureau et ça permettait de, après les cours, se poser, travailler, prendre le temps de développer son projet. Il y avait des conseils aussi, il y avait d'autres étudiants entrepreneurs. Et donc ça, c'est très motivant parce qu'on est directement dans un environnement qui pousse à l'entrepreneuriat. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, donc j'ai lancé Gusty. Au début, j'avais aucune expérience dans le monde de la vidéo. Les études, elles n'étaient pas du tout axées là-dessus. Mais j'ai trouvé mes premiers clients. J'ai commencé à créer du contenu avec mon téléphone. J'avais pas de micro, j'avais pas de caméra, j'avais rien. Mais petit à petit, j'ai pu développer tout ça. Et donc voilà, l'envie d'entreprendre, ça a commencé par un livre. Et maintenant, je me vois faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est assez motivant. Merci beaucoup. Le parcours étudiant, en tout cas, est plus ou moins le même, mais que après le parcours de vie, on va dire, est quand même très différent en fonction des entreprises déjà. Vous avez chacun des projets assez différents. Quelles sont les difficultés rencontrées et peut-être il y a des difficultés propres à un certain domaine qui ne seront pas les mêmes difficultés pour un autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous, typiquement, on Passe-Passe, on est dans l'IT, donc on développe une solution digitale. Dieu merci, nous avons la chance d'avoir les compétences en interne pour le développer, mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont des idées, qui veulent lancer leur app, par exemple, et qui sont confrontés à ce choix de, OK, eux, ils n'ont pas les skills, donc soit ils doivent tout apprendre from scratch et développer une app qui va être un peu bancale et qui va avoir des grosses lacunes de sécurité, ou soit ils doivent commencer à contacter des gens qui peuvent trouver pour du coup développer cette app, et souvent, si tu as une app assez quali, il n'y a pas le choix, il faut se tourner vers des gens qui ont des skills qui coûtent cher, et tu es facilement à du 15-20 000 euros, si pas plus, pour un premier MVP, donc même pas ton app complète, quoi. Et du coup, ça, je pense que ça peut être un frein, et je pense que du coup, c'est aussi directement lié à l'aspect financier, dans le sens où quand tu es indépendant, tu as cet avis des frais, des coûts. Si tu veux t'entourer, difficile de trouver des gens que tu peux payer pour des services, donc tu dois t'arranger pour trouver des gens à qui tu vas promettre des choses sur du long terme une fois que ton projet aura pris. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer aussi de gens qui sont investis et qui croient en ton projet. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter un peu. Moi, ce que je voulais te demander, Jean, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu penses des apps no-code? Par exemple, sur Odoo, tu vois, c'est que du plug and play, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette solution-là à titre financier, je dis? Ça dépend. Donc, tout ce qui est site web et tout, je pense que du no-code, c'est parfait aujourd'hui. Genre du low-code, c'est ultra fort, c'est ultra puissant. Après, côté app, je connais pas très bien le sujet. Nous, on a toujours fait du from scratch parce qu'on avait les compétences en interne, donc c'est une grosse chance. Tous les moyens sont bons pour tester une idée. Et quand tu testes une idée, tu dois tester l'attraction et voilà, tu dois accepter que ton outil est pas parfait. Même Passe-Passe, quand on l'a lancé, ok, c'est du from scratch, mais l'outil était loin d'être parfait. Mais dans la notion de lean startup, tu dois développer ton produit le plus vite possible et le tester sur le marché. Donc je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Si tu es à l'aise avec du low-code ou que tu connais quelqu'un qui peut t'aider sur du low-code, et si c'est la meilleure alternative que tu as pour l'instant, plutôt que de devoir lâcher 20 000 euros sur la table, je pense pas qu'il y ait d'intérêt. Après, voilà, sur du long terme, je pense que c'est important de sortir du low-code et vraiment accepter que le low-code, c'est plus dans cette phase de testing, d'idéation et de traction et de MVP. Mais une fois que ton projet commence à être assez mature, là, c'est important d'avoir vraiment une app qui est peut-être aussi un peu plus fiable, qui est vraiment custo à tes besoins, etc., quoi. Ouais, là, je vais rebondir sur ce qu'il dit, c'est que moi, j'ai commencé avec Odoo. Ouais. Donc, j'ai fait un premier site web donc, avec du plug and play, donc c'est super intuitif. Tout le monde pourrait le faire. Mais aujourd'hui, 8 mois après, je me dis, là, il est temps de passer un deuxième cap. Et c'est là que, voilà, il y a tout ce qui est enjeu financier, etc., qui rentre en compte. C'est que pour faire le produit qu'on rêve,
il faut souvent mettre entre 5 et 10 000 euros sur la Ouais. table pour faire un beau site web avec les process qui vont bien, pour automatiser aussi un maximum de choses. Donc c'est vrai que tout ce qui est aspect financier et tout ce qui est digital coûte beaucoup d'argent aux entrepreneurs. Voilà, ça c'est un premier, un premier obstacle. Le second, c'est surtout de bien s'entourer. Comme Jean l'a dit, en interne, il a de chouettes personnes qui sont très compétentes. Mais il y a aussi une grosse part de réseau. Donc si on part de rien à rien, il faut vraiment se bouger, aller dans les business clubs, rencontrer les gens, expliquer son projet, se vendre, etc. C'est sûr qu'en restant seul chez soi, derrière son ordi, faire du e-commerce, ça peut fonctionner un temps, mais voilà, ça ne sera sûrement pas sur du long terme. Sacha, quelque chose à rajouter peut-être? Même chose, je pense que moi, la difficulté que j'ai pas eue justement, c'est de pouvoir gérer tout ce qui est marketing, parce que le marketing c'est important. Mais tout ce qui est marketing, j'ai pu le gérer moi-même aussi. Le site web, quand je me suis lancé, j'ai travaillé 1 mois dessus, mais vraiment à fond. Je faisais que ça, et donc j'ai mis tous les autres projets en pause. Et donc le site web, là, j'en suis content. Je sais qu'il partage justement les valeurs que je veux partager. Et donc le site web, j'ai pu le développer en interne. Le marketing sur LinkedIn, par exemple, je le fais moi-même. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire moi-même, que je ne dois pas externaliser. Et donc tout ça, ça me permet niveau financier en tout cas, d'avoir pu commencer avec rien. Et puis maintenant que j'ai pu trouver mes clients, que j'ai mensuellement des gens qui me font confiance, je peux déléguer certaines parties comme le graphisme, comme la création de sites web pour d'autres clients. Et tout ça, ça fait que je peux aussi investir dans du matériel. Et au début, c'est pas spécialement possible, donc je fais avec ce que j'ai. Mais petit à petit, il y a moyen de trouver de nouvelles choses à améliorer. Ici, une question qui m'est venue comme ça. Comment est-ce que vous faites aussi pour faire connaître votre projet, votre entreprise? Parce que finalement, si personne vous connaît, il n'y a pas de Ouais. clients. Comment vous faites cette étape de démarchage? Moi, je veux rebondir sur une première chose, c'est que tous les aspects qui font qu'on peut faire ça nous-mêmes, c'est aussi grâce à nos études, on va pas se mentir, c'est qu'on a touché à beaucoup de choses grâce à l'EFEC. Et ensuite, pour revenir au marketing, comment on fait connaître notre projet? Premièrement, il faut être sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, se montrer sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, etc., faire des posts, faire un beau site web, faire en sorte que le SEO il soit bien travaillé pour être bien référencé. Et encore une fois, je vais revenir là-dessus, c'est de sortir de chez soi, d'aller vers les gens, faire du networking. C'est sûr que ça fait peur d'aller vers la première personne, mais dès qu'on y va après, ça s'enclenche, on dit bonjour à une personne, celle-là nous dit je connais celui-ci, et en fait c'est que du réseautage à la fin. Au début tu démarches, tu sors de chez toi, etc., mais après ça vient tout seul. Ok, super. Ici, on a parlé un peu des aspects négatifs qui sont les difficultés. Pour être sur une note un peu plus positive, quelles sont les aides disponibles pour les jeunes entrepreneurs en Belgique? Je peux aborder ce sujet-là. Faut savoir que du coup, moi, avant de lancer la société de Passe-Passe, j'étais étudiant indépendant. Donc, en quelque sorte, j'ai déjà pu profiter d'un premier système qui est prévu pour les étudiants qui se lancent dans une démarche entrepreneuriale ou en tant qu'indépendant. Faut savoir que le statut d'étudiant indépendant, c'est comme si tu es indépendant. Et ça te permet de gagner jusqu'à 15 000 euros par an, plus ou moins. Donc, c'est une première chose qui est possible. Donc, c'est un vrai statut fiscal que tu as et ça te permet de essayer de générer ton premier chiffre d'affaires. Après, là, je pense que c'est bien pour quand tu essaies de vendre du service. Typiquement, je pense que c'est Sacha qui vend du marketing ou même moi, quand je vendais des sites web à ce moment-là, j'étais étudiant indépendant et ça me permettait de facturer mes heures jusqu'à ce montant de 15 000 et des poussières par an. Au-delà de ce montant-là, je passais en tant qu'indépendant complet. La force de cette structure en tant qu'étudiant indépendant, c'est qu'en fait, tu payes pratiquement pas de taxes et tu as très peu de frais d'entrée. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est un super tremplin pour essayer de cette activité et au moins se lancer parce que dans le pire des cas, tu payes quoi? Tu payes genre 80 euros par trimestre et encore, tu seras remboursé l'année d'après si tu n'as pas reçu d'argent. Donc, ça, c'est une première chose pour les gens qui veulent commencer à vendre des services et professionnaliser un peu quelque chose. Ce premier statut d'étudiant indépendant est super intéressant. C'est quelque chose qui en vaut la peine. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont ouvertes à ça. Nous, typiquement, c'est l'EFEC qui nous avait amené ça. Et du coup, ça, on profitait de toute une cellule à entreprendre au sein de l'école. Donc, c'est une première chose, le statut étudiant indépendant. Et ensuite, quand tu crées ta société ou ta start-up, peu importe que ce soit à la phase d'idéation ou quoi, tu as plein d'organismes qui existent, comme l'incubateur à Louvain-la-Neuve. Donc, l'incubateur, c'est quoi? C'est un incubateur qui permet de venir un peu tester tes idées, ton business model. Et c'est des programmes souvent qui se font sur 1 à 3 années. Et tu es accompagné de différents coachs, tu rencontres aussi plein d'autres étudiants, entrepreneurs qui lancent un projet. Et en fait, tu vas pas avoir de l'argent en tant que tel. Donc, tu rentres dans un programme, tu vas te sélectionner, ils vont te challenger sur ton business, mais tu vas pas recevoir 10 000 euros en cash pour investir dans ton projet. Donc, c'est vraiment des aides indirectes. Donc, tu as vraiment une coach qui va faire un suivi avec toi toutes les 2 semaines, par exemple. Tu vas avoir accès à des sessions avec des experts dans des domaines spécifiques que tu as besoin. Donc, je sais pas si tu as besoin d'un expert comptable, d'un expert fiscal, tu peux en avoir. Si tu as besoin d'un expert en IT, tu peux aussi être
être mis en contact avec ça. Franchement, tu as plein de programmes comme ça, il faut juste un peu se renseigner. Et surtout, c'est gratuit, quoi. À part un peu de temps et d'énergie au début que ça demande pour remplir les papiers, poser ta candidature, etc. Si je fais le lien avec PassPass, typiquement, PassPass, au début, on est rentré à l'incubateur pour nous tester un peu sur l'idéation, le business model. Donc ça, c'est vraiment quand tu es au début de ton projet que tu n'as pas encore créé tes premiers revenus, par exemple. Et là, maintenant, tout récemment, on a été pris au Started CBC, qui est là vraiment un accélérateur. Donc, c'est un peu le genre de programme après l'incubateur. Donc, incubateur, on teste l'idée. Et après, tu as l'accélérateur pour venir scale et accélérer ton projet. Et je pense que ce sont des super tremplins. Hein. Au-delà aussi de ce que tu apprends sur place, tu rencontres plein de gens. Comme dit Nathan, le réseau, c'est super important. Tu t'entoures des bonnes personnes. Tu peux challenger tes idées aussi. Et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. En tout cas, si vous lancez en tant qu'entrepreneur, essayez de rentrer dans ce genre d'organisme. Je sais qu'il y en a plein, que ce soit à Charleroi, au Havre, à Louvain-la-Neuve, peu importe. Il y en a un peu partout. Est-ce que les idées sont limitées? Donc, est-ce que ça n'est que de l'IT ou ça peut être autre chose? Non, c'est ouvert. Typiquement, si je prends le cas de l'incubateur, tu as de l'IT comme PassPass typiquement, comme tu as des gens qui développent une sorte de chaussure avec des semelles interchangeables en fonction de l'utilité, comme tu as des gens qui ont des projets plutôt à titre social, enfin, tu as vraiment de tout, donc c'est pas limité à une catégorie spécifique. Okay. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que du coup, tu t'entoures avec des gens qui ont un peu tout comme projet, des gens qui lancent des apps, et des gens qui lancent, je sais pas, d'autres initiatives, et il y a plein de choses. Tu parlais de CBC ou des universités qui mettent en place des aides, Ouais. mais est-ce que l'État en lui-même met par exemple des aides autres que le statut d'étudiant indépendant par exemple? Typiquement, tout ce qui est incubateur et accélérateur, c'est financé en grande partie par tout ce qui est la région Wallonne par exemple. Mais en tout cas, je pense que tu as des programmes comme ça qui sont financés par l'État et qui sont un bon premier tremplin aussi pour démarrer là-dedans. Là, je pense plus aux subventions. Par exemple, il y a une subvention qui est en cours, c'est pour la digitalisation de l'entreprise. Ouais. Moi, j'ai fait une demande pour ça, mais bon, moi, je suis dans la région flamande puisque je suis à la côte belge. C'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Donc, c'est pas on fait une demande et on reçoit de l'argent. C'est une demande et ensuite, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone qui m'ont dit nous, on préfère mettre en avant, réactiver les chômeurs que d'aider les étudiants, enfin, les jeunes qui se lancent. Donc, je comprends, c'est une chose qui est importante, etc. Mais donc, voilà, on met la priorité d'abord à ces gens-là et après les jeunes. Donc, c'est compliqué à avoir et aujourd'hui, je suis toujours en démarche pour avoir cette aide-là. Parfait, merci beaucoup. Vous avez tous fait e-business à l'EFEC, mais concrètement, quel manquement il y a encore dans l'enseignement supérieur et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour permettre à plus de jeunes d'avoir cette envie entrepreneuriale et alors peut-être leur donner plus de clés en main pour réussir? Je pense qu'avant le supérieur, il y a les secondaires. Moi, j'ai eu beaucoup de mal durant mes secondaires. Typiquement, je préférais faire mes petites bannières Minecraft qu'aller à l'école. Je ne voyais pas l'intérêt. Donc, je pense que déjà, typiquement, rien que durant cette période de secondaire, il y a tout un apprentissage à faire. Typiquement, c'est très triste, hein, mais tu vois, je pense que 80%, si pas plus, des étudiants ils sortent de la secondaire, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils aiment faire, dans quelles études ils veulent faire, et souvent, c'est un choix par défaut. Donc, ok, super, j'en ai un jeu de gestion en civil, en sciences éco, peu importe. Et avant, du coup, de passer en supérieur, je pense qu'il y a un petit travail au début à faire sur des sujets plus humains et concrets, et qui permettrait aussi plus de mettre en avant, par exemple, l'éveil des étudiants, et qu'ils puissent un peu découvrir, ok, en quoi est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils aiment, et que par ce biais-là, les études et le travail, ça devienne vraiment une vocation et pas je dois étudier, je dois travailler parce que c'est comme ça et que je dois le faire, et que les gens puissent y trouver aussi un peu leur dose de bonheur là-dedans, quoi. Ah, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu matrixés par ce qu'on voit sur les réseaux. Dubaï, ça c'est la vie qu'on veut vous montrer. Après, je vais pas m'avancer, mais je pense que tous les trois ici, on n'a pas la vie qu'on voit sur les réseaux à Dubaï. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Faites pas 10 000 € par mois? Non. Et j'ai bientôt lancé ma formation, donc je vous dis. Une formation, comment se lancer en tant qu'étudiant? 3,99 € par mois. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Je pense que ça dépend des études et des établissements dans lesquels tu es. Typiquement, moi, mon entourage de potes, c'est beaucoup aussi des gens qui sont en ingé, etc. Et du coup, je vois bien la différence avec l'université. Après, voilà, il faut que ça fitte aussi avec différents types de profils. Il y en a qui sont faits pour entreprendre, il y en a qui sont faits pour d'autres choses. Ça, faut accepter aussi que tout le monde est différent, et c'est quelque chose qui doit être mis en avant aussi. Sinon, en supérieur, non, franchement, j'étais super content, en tout cas, de par mon parcours à l'EFEC. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est toute cette cellule EFEC Entreprendre. Enfin, encore une fois, je suis désolé, tu me demandes des obstacles, mais j'en vois pas beaucoup. Les profs aussi étaient ultra ouverts d'esprit. Donc, typiquement, quand on n'amenait pas sur la table pour développer notre app, on allait complètement à l'encontre du scope qui était défini par les profs. Et du coup, on a quand même pu discuter avec eux, challenger la chose. Et en fait, ils sont ouverts d'esprit. Et on a quand même pu développer PassPass au sein du projet scolaire. Comme par exemple, en bac 2, j'avais un cours de développement site web
création de site web, moi, c'est un truc que je faisais déjà depuis 2-3 années. Enfin, du coup, je voulais pas juste faire un site web et perdre 3 mois. J'ai pu intégrer le site web d'un client, par exemple, dans le cadre scolaire. Enfin, toutes des petites choses comme ça où les profs sont quand même assez ouverts d'esprit, je pense. Après, voilà, évidemment, ça dépend des profs comme partout, hein. Moi, je vois une chose aussi, c'est comme Jean l'a dit, c'est peut-être de changer les mentalités. Moi, au début, je me suis dit, je vais aller à haute école, c'est moins bien qu'à l'UNIF. Alors que pas du tout. Genre, si on va en haute école, c'est un autre parcours qui est tout aussi bien que l'université. On n'est pas moins bête, on est juste plus C'est pratique. plus pratique. Ouais, Plus pratique. Et à certaines personnes, ça va mieux. Moi, j'étais plutôt comme Jean à l'école, ça n'allait pas top. Mais par contre, une fois que je suis arrivé en haute école, mes résultats étaient meilleurs parce que j'aimais ce que je faisais. Et je trouve qu'on doit aussi mettre plus en avant les autres parcours parce que le général, c'est dans la tête, il faut faire le général. Mais les parents sont toujours là-dedans. Et pourtant, il y a des parcours aussi en technique ou en professionnel qui sont tout aussi intéressants et qui peuvent permettre à un jeune, je sais pas moi, qui fait chauffagiste en professionnel et qui ensuite va se développer en entrepreneur et qui là peut faire peut-être même plus d'argent qu'un mec qui fait de l'IT, quoi. Ouais, c'est clair. Jean a parlé du fait d'être étudiant et d'entreprendre, mais comment est-ce qu'on fait pour vraiment allier ces deux mondes, le fait d'être étudiant et entrepreneur, gérer son temps Tu travailles beaucoup. Pas le choix. Parce que du coup, en bac 1 et bac 2, j'étais indépendant sur le côté à côté des cours. Donc, je faisais genre un mi-temps. Donc, je travaillais plus de 30 heures semaine à côté des cours. T'as pas le choix, en fait. Tu dois combiner tout. Faut y mettre plus d'efforts. Et encore une fois, je pense que les écoles, encore pour revenir sur les faits, on avait ce statut d'étudiant indépendant. Ça te permettait aussi de venir négocier avec les profs pour, par exemple, sauter des cours. Enfin, tu pouvais justifier ton absence si tu avais des meetings clients ou des choses comme ça. Donc, ça amenait aussi plus de flexibilité. Mais sinon, je pense qu'à un moment, faut beaucoup travailler, hein. Il n'y a pas de secret. Je pense que faut quand même bien provoquer la réussite. Je pense qu'on va demander des commissions à l'EFEC parce que là, on va faire une promotion de fou. Non, mais oui, c'est vrai que l'EFEC a beaucoup de choses qu'ils mettent en place. Franchement, on a eu beaucoup de chance, surtout de choisir ça, enfin, de cette école. Enfin, je m'avance pas, mais peut-être qu'à l'UCL, il y a peut-être moins d'aide par rapport à ça. Donc, c'est vrai que toujours être dans une autre école pratique qui pousse à l'entrepreneuriat, pour moi, c'était le meilleur choix, hein, en tout cas. Mais moi, je pense que Jean est plus, plus pertinent pour discuter ça parce que toi, tu as commencé dès la bac 1. Ouais. Moi, c'était plutôt en bac 3. Et Si. encore une fois, toi aussi, hein, bac La 3. bac 1, j'ai Ah, de bac commencé. 1. Voilà, ça, Et c'est vrai que ça permet de, dès le début, construire justement son portefeuille de clients. Ouais. Et dès que tu as fini les études, tu peux directement te lancer sans avoir peur parce que tu commences pas de zéro. Tu as déjà, en plus de tes cours, trouvé des clients, lancé ton projet, tu as travaillé sur ton site web, sur ton marketing. Et donc tout ça fait que tu as déjà un package qui est plus intéressant, je trouve, que les aides que tu peux espérer de l'État ou quoi que ce soit. Juste, tu travailles en parallèle de tes études et dès que tu as fini, tu peux te lancer et tu n'as pas peur de te lancer. Ouais. Et pour compléter, je pense que typiquement notre domaine d'activité s'y prête bien et nos études aussi. En fait, la force de l'EFEC, en tout cas dans les options et business qu'on était, c'est qu'en fait, on apprenait tous des skills qui sont nécessaires pour développer ton projet. Donc, c'est-à-dire que quand moi je faisais mes trucs d'indépendance sur le côté, au final, c'était ultra complémentaire avec ce que j'avais à l'EFEC. Donc, par le biais de ce que je faisais dans le monde pro, j'avais des skills que je pouvais facilement amener à l'EFEC. Et vice-versa, j'apprenais des choses à l'EFEC que je pouvais implémenter dans mon taf. Et du coup, en fait, un sort de package qui est assez intéressant. Après, voilà, encore une fois, c'est parce que nous, on était en e-business, donc ça s'y prêtait bien. Mais je suppose que pour des gens qui ont des études qui sont un peu différentes à leur projet qu'ils lancent, ça peut être plus problématique, ça, ouais, c'est sûr. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec Nathan qui disait qu'il ne se payait pas, mais un des freins pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'aspect financier, la peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts. En réalité, est-ce que c'est vraiment à ce point-là un problème dès le début ou très vite il y a quand même moyen de se faire assez d'argent que pour vivre ou survivre? Moi, dans mon cas, dans mon domaine d'activité, puisque moi je mets en location des biens de propriétaires qui me font confiance pour la gestion de leurs biens, la majorité de ce que je génère, 80% de ce que je génère revient aux propriétaires. Donc, moi, je touche une petite partie, donc moi, mon business, il est sur la quantité. La quantité, c'est ça. Moi, j'ai besoin de temps pour prendre des appartements. J'ai commencé avec 1, puis 2, et maintenant, on est à 12 appartements, enfin 12 biens. Malgré ça, je ne vais pas me payer. Pourquoi ? Parce que quand tu te lances, encore une fois, on en revient, c'est de payer la digitalisation de ton entreprise, l'essence, parce que je fais les allers-retours la mer Bruxelles pour les 2 boîtes. Il y a des coûts qui rentrent en compte, qui, en tant que jeune et qui est toujours chez ses parents, encore une fois, ça c'est la situation actuelle et je suis très reconnaissant pour ça, parce que si j'avais mon appartement, etc., je ne pourrais pas investir tout cet argent-là pour me développer. Donc c'est encore une chose importante, c'est lancez-vous le plus tôt possible, pas qu'un comme Jean et Sacha, c'est le mieux à faire parce qu'après, il y a de l'argent qui va devoir tomber dans le loyer, dans je sais pas moi, dans l'essence ou dans d'autres choses. Et donc, c'est des choses qui vont vous freiner. Au plus on se lance tôt, au plus on peut investir dans son projet et ensuite se payer par la suite. Mais c'est vrai que la première année, généralement, c'est quelque chose qui est normal chez les entrepreneurs, c'est pas de se payer la première année.
Donc ici, vous êtes plutôt en mode, les premiers mois vont être un peu plus compliqués, mais après, si l'idée prend, l'idée C'est ça. prend et voilà, même si vous n'allez pas directement pouvoir vous payer votre villa 4 façades à Uccle, voilà, il y aura moyen de vivre, quoi. De toute façon, c'est la réalité quand tu entreprends, c'est un challenge moyen/long terme. Tu peux pas dire let's go, je lance mon truc et dans 2 semaines, ça y est, bingo, je fais mon salaire, quoi. Bah si, mec, je vends une formation à 2 euros, je gagne 10 000 euros par mois, quoi. Après 3 mois. Non, mais voilà, je pense que si tu veux vraiment développer un business qui est pérenne, au-delà du e-commerce, etc., comme on peut connaître et voir un peu partout, si tu veux lancer quelque chose de pérenne, ben, c'est du temps, hein. Et je pense qu'il y a seulement les gens qui ont essayé ou qui ont lancé leur projet qui se rendent compte que, ok, ben, t'as tes attentes et puis t'as la réalité du terrain. Ouais. Mais du coup, c'est important. Ben, après, ça dépend de la situation de tout le monde. Donc, en fonction de ça, ben, t'adaptes. Ok, ben, est-ce que je dois travailler ce côté dans autre chose pour avoir des revenus complémentaires, etc. Moi, avec PassePass, c'est un peu le même cas que Nathan. Parce que nous, on prend des frais par ticket vendu, donc des fees. Donc, sur un ticket, on prend plus ou moins 7 à 10% net. Mais du coup, encore une fois, c'est aussi quelque chose qui se joue sur du volume. Et du coup, ben, moi, typiquement, je suis encore indépendant sur le côté. Maintenant, je suis plus qu'indépendant à 2 jours semaine, ça me suffit. Mais avant ça, j'étais indépendant full-time et j'ai stacké de l'argent pour avoir un petit coussin maintenant sur lequel je peux me reposer. Et donc, c'est aussi la force d'avoir commencé tôt, c'est que j'ai pu créer mon petit coussin de sécurité. Et maintenant, c'est en mode, ok, c'est quoi mon essentiel? Mon essentiel, c'est mon projet, c'est PassePass. Donc, je peux me permettre de limiter un peu mon temps en tant qu'indépendant et me concentrer sur le lancement du projet en ayant toujours un peu de quoi vivre sur le côté et avoir un projet qui scale et qui, à long terme, en principe, devrait être quelque chose d'assez important, quoi. Sacha, il a une super évolution que je vois de l'extérieur, donc c'est vraiment impressionnant, mais je vais te laisser t'en parler. Par rapport à quoi? Par rapport déjà juste au matériel, client que tu évolues jour après jour et ça se voit limite à l'œil nu, quoi. Et tant que c'est pas une nécessité de se verser un salaire, donc C'est ça, même chose, on est chez les parents et on peut compter là-dessus. Donc c'est d'essayer de toujours réinvestir tout l'argent qu'on gagne dans sa boîte pour avoir du nouveau matériel, nouvelles caméras, stabilisateurs, micros, etc. Pour de plus en plus avoir quelque chose, une proposition de valeur qui se démarque des autres, qui apporte de la valeur. Pour ça, il faut de l'argent. Mais donc si on le dépense intelligemment et qu'on ne se verse pas des salaires, qu'on fait des choix, qu'on dépense moins, etc., en fait, on peut avoir ce nouveau matériel. Et tout ça, ça permet de plus en plus grandir et proposer des offres qui sont intéressantes. Et donc voilà, c'est essayer d'investir l'argent qu'on a dans des choses qui sont intelligentes. Et alors, au début, on a parlé d'Odoo. Je crois que tu avais parlé de Shopify. On a aussi parlé de formation en ligne, de la vie qu'on voyait à Dubaï. Et tout ça, généralement, sur les réseaux sociaux, on parle de dropshipping. J'avais moi-même essayé de faire du dropshipping. J'avais perdu 200 euros. Ah, t'es pas millionnaire? Non, je ne suis pas millionnaire. Aïe, 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 aïe. Et alors, est-ce que c'est vraiment un bon plan? Est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose de viable ou alors pas du tout? C'est plutôt un gouffre financier sur lequel les influx-voleurs se font de l'argent. Ce qui est lié au dropshipping, je pense pas que ce soit un business qui est pérenne. Aujourd'hui, on est dans une ère où en fait l'expérience client est super importante, que ce soit pour ta plateforme IT ou que ce soit pour un produit que tu vends. Donc évidemment que du dropshipping, à un moment ça coince. Enfin, ça dépend à quel stade tu amènes ça. Mais c'est du dropshipping qui est pas custo avec l'achat qui est fait et directement ça va passer une commande à ton gars qui est en Chine et le produit vient de Chine dans son emballage transparent. Là, franchement, C'était bien ça il y a pose 10 ans, c'est quoi. ça. En fait, le problème, c'est que tu as le client une fois, mais tu ne l'auras pas 2 fois, quoi. Je pense que sur du court terme, ça peut être OK. Moi, je me lance pas dans ce terrain-là, mais si vous voulez essayer du e-commerce, je pense que ça, voilà, si vous voulez essayer, libre à vous. Mais sur du long terme, c'est quelque chose qui est assez complexe, c'est du dropshipping, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, le business, c'est plutôt quoi? C'est créer une communauté, c'est créer des gens qui aiment ton produit et qui seraient aptes à racheter plusieurs fois chez toi, parce que c'est bien connu, hein, mais ça te coûte beaucoup plus cher d'aller chercher un nouveau client que de revendre un client qui te connaît déjà. Et c'est pour ça qu'il y a un peu cette expérience utilisateur est ultra importante. Et pour un peu aussi démonter un peu cet aspect dropshipping, on voit bien tous les gens qui ont fait du dropshipping et que ça marchait, maintenant ils vendent des formations parce qu'ils doivent bien s'appuyer sur un nouveau modèle qui sera peut-être plus pérenne. Il faut se dire à un moment, si les gens font des formations, c'est pas pour rien non plus, hein. C'est pas des gentils bonhommes qui veulent juste vous vendre des connaissances parce que ça leur fait plaisir de partager ça avec vous. Non, c'est parce que il y a une ère dropshipping, ils ont peut-être pu réussir à faire leur premier sous et ça, ils peuvent aussi appuyer leur crédibilité là-dessus pour vendre maintenant un nouveau business model, un nouveau produit qui peut être typiquement des formations, quoi. Merci beaucoup. Pour finir, si vous aviez un conseil à donner à un ou aux jeunes qui nous écoutent et qui peut-être désirent se lancer, quel serait-il?
Moi, je suis assez optimiste. J'ai vu très peu de difficultés sur mon parcours d'entrepreneur. C'est quelque chose que je fais par passion tous les jours. J'aime faire ce que je fais. Donc, c'est de se lancer au plus vite et de pas avoir peur parce que le parcours, il est cool. 100% d'accord avec Sacha. Je pense que le plus important dans une vie, c'est quand même être heureux, le bonheur. Et moi, dans mon cadre, dans mon cas en tant qu'entrepreneur, c'est le deal, c'est tant que je me lève tous les matins et que je suis impatient de commencer ma journée, c'est que j'ai tout gagné. Peu importe si je gagne peu ou beaucoup d'argent ou pas. Mon conseil, c'est vaut mieux fait que parfait. Donc c'est passer à l'action, c'est le plus compliqué. Passer à l'action, exécuter et accepter que ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Il faut un peu déconstruire cette idée de ok, je lance un business et ça y est, dans 2 semaines, j'ai réussi mon coup. Surtout qu'on est indépendant ou enfin étudiant pardon comme nous, hein. Une fois quand tu es plus âgé, que tu as la quarantaine, que tu as un réseau, que tu as des moyens, là ça peut s'accélérer. Mais à notre stade, je pense que voilà, c'est important de comprendre que c'est pas un sprint, c'est un marathon un peu sur le moyen long terme, mais il faut bien sprinter aussi au début, hein. C'est pas simple que ça. Je vais tous les rejoindre, hein, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Parce que le one shot n'existe pas, ou il existe, mais c'est très rare, hein. C'est comme les joueurs de foot, donc c'est un parmi tant d'autres. Faire du dropshipping, si vraiment c'est ton truc, fais, parce que tu as envie de le faire et que c'est ta passion et que tu te lèves tout le matin pour le faire. Mais si c'est faire du dropshipping pour de l'argent, je peux vous dire déjà que ça fonctionnera pas, parce qu'on va vous montrer des graphiques à 40 000 euros, mais derrière il y a 20 000 euros de pub, puis les coûts de produits, etc. Faites bien la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices. Mais oui, donc levez-vous le matin en aimant ce que vous faites. Et normalement, il n'y a pas grand-chose qui devrait vous arrêter si vous avez vraiment l'énergie et la passion. Parfait, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de parler donc d'entrepreneuriat avec vous. À tous ceux qui nous ont écoutés et que ce sujet passionne, nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et aidé à progresser dans votre projet ou commencer votre projet. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la Fédération des étudiants libéraux et à nous donner votre avis, ainsi qu'à suivre les projets de Nathan, Jean et Sacha qui peut-être vous répondront par message privé si vous avez des questions.